Monsieur le préfet de police, je commence chacune de ces auditions en rappelant qu'un faux témoignage devant notre commission des lois, doté des prérogatives d'une commission d'enquête, serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le préfet, vous avez la parole pour une introduction de cette audition. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission des lois, je veux d'abord, comme le doit tout représentant de l'État sur le territoire, tout préfet, saluer les représentants de la nation que vous êtes, parlementaires, élus de la République, et leur exprimer les salutations à la fois respectueuses et cordiales qui vous sont dues. Le courrier que vous m'avez adressé m'a exposé à la fois le cadre juridique dans lequel intervient mon audition, en indiquant que votre commission disposait des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête afin de mener sa mission d'information sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre et de protection des hautes personnalités et le régime des sanctions applicables en cas de manquement. Accompagné de mon collaborateur au cabinet, le commissaire principal Mazariol, du directeur adjoint des ressources humaines de la préfecture de police, l'inspecteur général Jérôme Foucault, je vais m'efforcer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, de répondre à votre attente en faisant un cadrage, mais je vais essayer d'être très rapide sur les modalités générales de l'accueil d'observateurs à la préfecture de police et en venant vite à l'épisode du 1er mai qui a justifié l'initiative que vous avez prise. Les observateurs accueillis à la préfecture de police, je veux dire en quelques mots que nous sommes très régulièrement sollicités pour recevoir au sein de nos directions des personnes extérieures à leur institution et à ces demandes qui correspondent à des objectifs de formation, d'information, de connaissances, répond la volonté de transparence et de renforcement du lien police-population que poursuivent nos services et j'y suis attaché. C'est dire que par principe, la préfecture de police accueille ces demandes, essaie de tout faire pour les honorer et le refus reste très exceptionnel. Nous sommes dans cette logique d'ouverture. Quels sont les publics concernés? En quelques mots, le type de présence et je me permettrai quelques réflexions sur le cadre juridique. Les publics concernés, il y a d'abord une grande catégorie qui touche aux besoins de formation, les publics scolaires et étudiants, c'est 700 collégiens, lycéens et étudiants accueillis depuis le début de l'année. C'est les besoins de formation d'autres institutions, les auditeurs de justice, les stagiaires de l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice, des policiers auditeurs étrangers, des cadres de santé dont les médecins urgentistes, des policiers municipaux, d'élèves de grandes écoles, Polytechnique, l'IRA, des fonctionnaires de l'éducation nationale. À l'heure actuelle, à titre d'exemple, au sein de la DRPJ, nous avons des auditeurs de justice de l'École nationale de la magistrature. Je signale également une particularité qui est la cellule Synapse de la direction de l'ordre public et de la circulation. J'en parle puisque nous allons parler tout à l'heure de la DOPC. C'est une cellule de réflexion et de prospective sur le thème du maintien de l'ordre, du maintien de l'ordre public, qui essaie de voir à la fois à travers les retours d'expérience, mais également sur des exemples à l'étranger, et les fonctionnaires s'y déplacent, comment évoluent les techniques, comment les faire évoluer, le cadre juridique, le cadre technologique. Et nous avons un partenariat avec Sciences Po Paris, pour des étudiants du master politique publique, spécialité sécurité et défense, qui sont associés à raison de 3 par semaine à ce travail. À la fois, c'est un travail, si vous permettez l'expression, d'état-major, mais également, ces étudiants peuvent être sur le terrain. Ça, c'est le besoin de formation. Le besoin d'information, c'est la question des médias, des journalistes,
À mon cabinet, un service de communication qui est important, qui est bien structuré, qui est dirigé par une commissaire divisionnaire de la police nationale. Les journalistes sont souvent demandeurs de reportages d'immersion au sein d'unités telles que la BRI, la BAC de nuit, où ils espèrent trouver des images un peu accrocheuses pour leur public. Depuis le début de l'année 2018, c'est 63 délégations de presse qui ont été accueillies dans ce cadre, souvent donc la presse télévisuelle. Ensuite, il y a les observateurs que je vais inscrire dans le cadre général du partenariat lien police-population, ouverture et transparence. Là, le public est très divers, c'est des élus, c'est des fonctionnaires d'autres corps. Je me permets de vous signaler que le directeur général de la police nationale nous a spontanément décrit tout ceci vraiment par le menu. J'accélère et je passe vite. J'ajoute aussi, ça va de soi, mais je tiens à le souligner, les institutions que nous accueillons et qui, de par leur vocation à venir auprès de nous, je pense en particulier aux délégués du Défenseur des droits, qui sont présents sur certaines opérations. Une des dernières grosses opérations à Paris où les représentants du Défenseur des droits étaient sur le terrain, c'était l'évacuation des campements dits du millénaire dans le nord de la capitale, où les représentants du Défenseur des droits étaient sur place. Mais là, on a un cadre juridique, évidemment, qui est prévu. Alors, les activités auxquelles ces personnes assistent ou participent sont de deux ordres. D'une part, il y a des activités finalement assez classiques d'observation, de découverte au sein des locaux policiers. Je vais passer vite parce que ce n'est pas trop votre sujet. Ensuite, il y a des activités de présence sur la voie publique pour l'observation de missions opérationnelles. Souvent, il s'agit d'accompagner une patrouille ou une unité d'intervention de police. Très souvent, les demandes, c'est les patrouilles de type brigade anticriminalité, notamment les brigades anticriminalité de nuit, où ces observateurs peuvent se trouver à bord des véhicules de police. C'est certaines unités, telles que par exemple à la préfecture de police, la brigade fluviale, c'est aussi des demandes pour assister à un service d'ordre public. Je cite là également, pour donner du concret, deux présences en cours. L'une qui répond à ma propre demande et à la demande d'un cabinet d'accompagnement que j'ai mis en place pour nous aider dans l'appropriation des dispositifs NEO, ces nouveaux smartphones qu'utilisent les policiers de terrain pour accéder aux fichiers et qui est en train de bouleverser l'activité locale. Et donc j'ai demandé à un cabinet d'audit de nous aider. Il a mis en place ce dispositif à la police métropolitaine de Manchester. Les membres de ce cabinet d'audit sont auprès de mes fonctionnaires pour voir in concreto sur le terrain comment ils utilisent cet outil. Par le hasard du calendrier, j'ai reçu hier la demande d'un chef d'entreprise de 44 ans, donc assez expérimenté, qui m'a écrit par mail en disant « Malgré le contexte, j'ose vous demander » pour assister au service d'ordre qui sera en place dimanche pour l'étape d'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. C'est un intervenant que nous connaissons déjà. J'ai donné mon autorisation et il sera en place sur le terrain auprès d'un contrôleur général. Sur ces observateurs, le cabinet est systématiquement sollicité dans le cadre des demandes des journalistes. Les observateurs sont accueillis par une autorité et pris en charge par un policier référent. Ça peut être de différents niveaux. Lorsqu'il est dans un véhicule d'une BAC, c'est le chef de bord qui est son référent. La présence sur le terrain, lorsque le fonctionnement des services le permet, et si la mission le justifie, nous équipons les personnes d'un gilet pare-balles, le cas échéant d'un casque, en tout cas qui va être dans le véhicule, pour assurer leur protection. Évidemment, ils ne sont jamais armés, ne sont pas équipés de radio et encore moins de brassards de police. Un mot pour terminer mon propos sur le cadre juridique. Ce qui est très classique et très clair, c'est les conventions pour tout ce qui touche les activités de formation, depuis les publics scolaires jusqu'à tous les partenariats de formation que j'ai cités, en passant par les stagiaires individuels. En 2017, 1123 conventions ont été signées dans ce cadre. C'est dire que c'est un volume important.
Pour les journalistes, nous avons mis également en place, pour ces reportages dits d'immersion, une convention particulière pour leur rappeler les droits et les limites de leur action, notamment en songeant, vous le savez, à une décision récente de la Cour de cassation qui avait frappé de nullité une procédure parce que l'interpellation et l'intervention avaient été suivies par une équipe de télévision. Pour les autres observateurs, ils doivent être autorisés au niveau pertinent. Au niveau pertinent, ça veut dire quoi? La préfecture de police, c'est plus de 30 000 fonctionnaires et une autorité qui est une autorité territoriale déconcentrée, le préfet de police. Il va de soi que toutes les décisions ne viennent pas à mon niveau. Pour tout ce qui est presse est géré à mon cabinet et c'est moi qui donne l'accord, en mon absence, le préfet, directeur de mon cabinet. Pour les conventions de formation, ça se gère au niveau de la direction des ressources humaines, qui à sa tête c'est un directeur au sens de directeur d'administration centrale. Pour les autres observateurs, c'est évidemment au cas par cas. Je demande toujours que ce soit le niveau directeur qui soit le niveau qui valide. Mais l'initiative peut être locale. Si un élu d'un arrondissement parisien veut une soirée intervenir ou plus exactement être présent à côté d'une BAC dans son quartier, il va en parler au commissaire d'arrondissement qui, a priori, donnera son accord. En tout cas, c'est la consigne qu'il a de donner son accord, qui rendra compte à sa direction, qui validera et qui m'en informera. Cette décision ne va pas venir personnellement jusqu'à moi, vous vous en doutez bien. Comme je l'ai indiqué, ou en tout cas ça va de soi, on est dans l'observation et on n'est pas dans l'association aux missions de police. Et de ce point de vue, il y a une question que sans doute votre commission aura à approfondir, que sans aucun doute aussi la mission IGPN dont vous a parlé la directrice et que lui a confié le ministre pourra nous éclairer. C'est un questionnement sur la couverture, sur le cadre juridique. Difficile, me semble-t-il, d'associer les observateurs à des collaborateurs du service public. Par principe, ils ne doivent pas participer à l'action même. On arrive au cœur de la question. C'est-à-dire que quand nous disons que le champ de nos investigations, c'est la manière dont des personnels qui ne sont pas membres de la police nationale ou de la gendarmerie peuvent être associés, nous voulons dire peuvent participer. Nous ne voulons pas dire peuvent être associés comme spectateurs. Alors, mais je vais, si vous le permettez, non, moi, Monsieur le Président, vous livrez ces deux réflexions. Je me pose vraiment la question de la protection juridique de ces personnes qui, sans doute, mériteraient d'être clarifiées. Je pense que la théorie du collaborateur du service public, mais je parle de bien meilleurs experts que moi, est difficile à solliciter, qu'il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin. Sachez par exemple que pour les stagiaires, on vérifie qu'ils ont une attestation d'assurance qui les protège. Il y a un petit sujet de la sorte, mais dans tous les cas, ce que j'évoque là, c'est être présent en observateur et en aucun cas être associé à l'exécution même du service public. Si je reprends une catégorie juridique, évidemment non, il n'en est pas question, et j'ai envie de dire, il ne doit pas en être question, et il ne faut surtout pas aller sur ce terrain. J'en viens bien sûr à ce qui s'est passé le 1er mai dans la capitale, sujet sur lequel j'ai eu déjà l'occasion de m'exprimer publiquement. Je ne reviens pas sur les circonstances du 1er mai, sauf si vous le souhaitez, simplement pour souligner que ça a été une journée extrêmement difficile et des phénomènes de violence que l'on n'avait jamais connus. Je redis que c'est le 2 mai, dans la matinée, autour de 10h, 10h15, que j'ai été alerté par un appel téléphonique venant du Palais de l'Élysée sur ce que mon interlocuteur me désigne affaire Benalla. Et selon la formule, je suis très étonné, je ne comprends pas, je lui demande de quoi il s'agit. Il m'explique les choses, l'existence de cette vidéo. J'ai joint assez vite le cabinet du ministre de l'Intérieur qui m'a indiqué être déjà informé, être en liaison avec l'Élysée. J'ai demandé évidemment à mes collaborateurs de trouver très vite cette vidéo. Nous l'avons regardée ensemble sur un grand écran dans le bureau de mon directeur de cabinet. Je dis un grand écran parce que sur un téléphone portable, c'était petit. Et puis sur le grand écran, peut-être pourrions-nous reconnaître Monsieur Benalla, ce qui n'était pas du tout évident. Et ça se passe donc le 2 mai au matin. J'ai eu contact aussi, après avoir
prévenu le cabinet du ministre, de nouveau avec le palais de l'Élysée, pour expliquer les choses telles que je les avais vues à l'écran. Et il était clair pour moi que le dossier était pris en compte par ce que j'appelle l'autorité hiérarchique. M. Benalla était sous la responsabilité de l'autorité hiérarchique du directeur de cabinet de la présidence et non pas de moi-même. Mes réactions en interne, pour faire vite, je demande immédiatement à la direction de l'ordre public et de la circulation pourquoi et comment il était là, sachant que j'avais été très étonné la veille au soir de croiser M. Benalla dans la salle de commandement où j'avais accueilli le ministre. Mais c'est en faisant le tour, vous êtes là, étonné, je étais sur le terrain, voilà la réponse que j'ai eue, et très vite. Immédiatement, le directeur de l'ordre public et de la circulation m'a dit « Je n'étais pas informé du fait que M. Benalla était ce jour-là dans nos rangs. Il mène son enquête interne, qui fait apparaître le niveau d'organisation de la venue de M. Benalla. Autorisation, réponse à sollicitation, je ne sais pas. Les enquêtes en cours au plan judiciaire le diront peut-être. C'est pourquoi je dis le niveau d'organisation et d'accueil au niveau d'un contrôleur général, chef d'état-major adjoint, qui s'appelle M. Simonin. Donc il y a eu, du côté de l'Élysée, M. Patrick Stroda, mon collègue ami Patrick Stroda l'a dit, l'autorisation donnée par le cabinet du président de la République à M. Benalla de venir le 1er mai sur le territoire de la préfecture de police. À la préfecture de police, il y a eu au niveau d'un contrôleur général l'organisation de sa venue. Le directeur adjoint de l'ordre public, le directeur de l'ordre public n'était pas informé, le préfet de police encore moins. Voilà exactement comment les choses se sont passées pour la connaissance de ce déplacement. J'ai dans le menu précisé l'enchaînement de ces informations successives. À ce stade, je ne peux en dire plus. Si vous le permettez, je répondrai en revanche très volontiers à toutes les questions qui vont suivre. J'espère ne pas avoir été trop long et ne pas trop avoir trahi l'engagement que j'avais pris de ce point de vue, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, je vous remercie. La question la plus simple qui me vient à l'esprit est la suivante. Au fond, beaucoup d'informations ont été données sur le moment précis auquel vous-même, le directeur de cabinet du ministre, le directeur de cabinet du président de la République ont été informés de la participation de M. Benalla à une opération de maintien de l'ordre pour laquelle il était naturellement tout à fait illégitime qu'il apporte un concours. Nous comprenons que dès le 2 mai, les hautes autorités que j'ai citées, dont vous faites partie, et qui se sont concertées, ou en tout cas qui ont eu des échanges entre elles, prennent la décision de ne pas saisir l'inspection générale de la police nationale et de ne pas faire usage de l'article 40 du Code de procédure pénale. Je veux savoir si c'est une décision tacite ou une décision concertée. La réponse, Monsieur le Président, relève plutôt de la catégorie de décision tacite. Il n'y a pas eu en tant que telle de décision. Je vous redis, de mon point de vue, comment cela a été vécu. Encore une fois, j'avais été alerté par le palais de l'Élysée, à qui j'ai fait remonter parce que Jeanne pouvait analyser, etc. Donc la surprise, la condamnation, enfin c'est... Et immédiatement, le palais de l'Élysée m'a dit que c'était lui qui prenait en compte, si vous voulez, comme autorité et responsable hiérarchique. Et pour moi, il était clair que c'était à ce niveau que ça devait se dérouler. Quant à l'appréciation des suites à donner, selon ma formule, c'est l'autorité compétente. Et donc c'est ce qui m'a guidé de manière assez simple et assez évidente, je dois le dire. Donc y a-t-il eu concertation ? Y a-t-il eu ordre de ne pas utiliser l'article 40, etc. Sûrement pas. Sûrement pas. Vous pouvez l'appeler décision tacite, mais il n'y a eu aucun échange sur le thème. Faut-il pas Non. Non et non. C'est donc du tacite. Au terme des échanges, comme vous l'indiquez, voilà comment ça s'est passé. Sur le fond, le directeur de cabinet du président de la République
s'est exprimé hier. Vous avez eu également l'analyse que l'IGPN a faite de ce sujet, puisqu'elle avait reçu la vidéo. Mais j'ajoute que pour le préfet de police, la petite nuance supplémentaire, c'est que le débordement, la faute, le manquement, le dérapage personnel, il n'est pas le fait d'un fonctionnaire de police. Il n'est pas le fait d'un fonctionnaire de police. Il est le fait d'un collaborateur de la présidence de la République et non pas d'un personnel placé sous mon autorité. Et c'est le point qui, pour moi, était cardinal dans si vous voulez, la position qui a été la mienne. Parce que moi, si je vois la vidéo, je ne vois pas la vidéo, contrairement, je crois, à nos amis de l'IGPN qui ne savaient pas qui étaient les personnes. Moi, quand je vois la vidéo, c'est pour que je puisse confirmer, oui, c'est bien M. Benalla, que j'aurais été incapable de reconnaître. Hein. Il a fallu vraiment qu'on le voie sur un grand écran, et on était plusieurs autour de moi pour l'identifier. Mais ce n'est pas moi qui l'ai identifié le premier, puisqu'on m'a alerté, encore une fois. Je crois que tout le monde l'a bien compris, cela. Mais partant de là, le manquement, la faute, et qui sera devant à examiner par les tribunaux de l'ordre judiciaire, ce n'est pas un fonctionnaire de police, c'est pas un fonctionnaire de police, c'est l'IGPN est compétente et je saisis l'IGPN pour les gens qui sont sous mon autorité. Meilleur exemple, le 19 juillet, je viens à la journée du 19 juillet, pour vous donner l'exemple. Je rappelle que la veille au soir, nous avons été un certain nombre à être alertés sur le fait que le journal Le Monde allait, comme on dit entre nous, sortir la vidéo Benalla, on va prendre cette expression familière, que tout le monde comprend. J'en ai alerté le directeur de l'ordre public, j'ai refait le point avec lui et un de ses collaborateurs le lendemain matin pour bien se remettre en tête les faits du 1er mai, place de la Contrescarpe. Parce que le 1er mai, pour le préfet de police, ça n'a pas été que la place de la Contrescarpe, je me permets de le rappeler. Et le lendemain, je vous le rappelle, enfin en tout cas je l'indique devant votre commission, il était un peu avant 14 heures, lorsque M. Alain Gibelin, directeur de l'ordre public, demande à me voir sans délai. J'avais un déjeuner de travail avec un collègue, mais j'ai dit venez donc à la résidence. J'ai quitté d'ailleurs la table du déjeuner. Hein. Et là, il me révèle avec stupeur et un peu effondré, voilà, le commissaire Crozat vient de me révéler ce qu'ils ont fait hier soir avec deux autres collègues, c'est-à-dire récupérer une des images, un support qui avait été pris de la scène de la Contrescarpe pour aller la porter à M. Benalla. Ma réaction, et ça c'est pour répondre à la question, là j'ai des fonctionnaires qui sont sous mon autorité, sous ma responsabilité, et ce que j'ai fait dans les 2 heures qui ont suivi, c'est d'abord récupérer leur rapport écrit pour qu'ils les écrivent, et pas seulement être dans l'oralité, préparer la transmission des données que je venais de recueillir dans le cadre de l'article 40 à M. le procureur de la République. J'ai personnellement appelé François Molins pour le lui dire, et dans le même temps que je saisissais le procureur de la République, saisir le ministre de l'Intérieur, le niveau central, et j'ai eu un échange au téléphone avec M. Gérard Collomb lui-même, pour lui demander la suspension immédiate de ces 3 fonctionnaires. Et ça a été fait dans la soirée. Les 3 fonctionnaires ont déposé leurs armes, vous l'avez fait d'ailleurs, mon voisin, pour un d'entre eux. Les 2 autres, c'est le directeur de l'ordre public qui l'a fait, ça a été fait immédiatement. Mais c'était des fonctionnaires, là, sous mon autorité. Et c'était à moi et à personne d'autre de prendre cette initiative. Voilà vraiment le choix qui a été le mien. Et comme je l'ai dit ailleurs, c'est un choix qui m'a conduit ce jour-là, et le 2 mai et le 19 juillet, si je puis dire, et que je vous expose là dans la plus totale clarté et honnêteté. Les choses sont très claires pour le 19 juillet, mais permettez-moi de revenir sur le 2 mai, Monsieur le Préfet. Il y a la faute de M. Benalla, tout le monde en parle. Il y a aussi les conditions de la faute. Elles lui ont été offertes par le service. Il y a sans doute la faute du cadre dirigeant de la préfecture de police qui, en dehors de l'exercice de ses compétences et de la délégation dont il peut avoir bénéficié, accorde la possibilité à M. Benalla d'être accompagné par un autre fonctionnaire pour assister aux opérations de maintien de l'ordre. Que
la sanction disciplinaire infligée à M. Benalla n'ait pu lui être infligée que par le directeur de cabinet du président de la République, la cause est entendue. Mais M. Simonin, qui je crois est celui que vous visiez quand vous parliez de copinage malsain, c'est comme ça que nous l'avons interprété, car il s'agissait sans doute de sa relation avec M. Benalla que vous mettiez en cause, n'est pas lui-même fait l'objet de poursuites disciplinaires, que l'inspection générale de la police nationale, pour ce qui concernait d'éventuels dysfonctionnements de l'administration de la police, n'ait pas été saisie, reste pour moi une question du point de vue du bon fonctionnement de l'État, et je veux vous la poser. Oui, et je vais vous répondre, bien sûr. J'ai eu l'occasion de dire ailleurs, mais je vous le redis ici. Si la demande m'avait été soumise, ce qui n'a pas été le cas, je ne l'aurais pas refusée. Je vous l'ai dit en introduction. Un collaborateur du chef de l'État, autorisé par sa hiérarchie, qui souhaite venir à la préfecture de police, je n'aurais pas dit non. J'aurais dit oui, et sans aucun doute, j'aurais veillé à l'encadrement dans des conditions autres, sans doute en mettant d'ailleurs auprès de lui, j'ai envie de dire, en le recevant mieux d'ailleurs, en mettant auprès de lui un cadre de plus haut niveau, mais sur le fait de l'accueillir, je suis désolé, en soi, l'accueillir n'est pas une faute. Et si M. Simonin a commis une faute, ce n'est pas de l'accueillir, c'est de ne pas en rendre compte à sa hiérarchie. Et de cela, il lui a été fait les reproches qui convenaient, sous forme d'admonestation verbale par son directeur. C'est un défaut de rendre compte. Alors c'est un défaut de rendre compte, entendons que c'est grave, mais ce n'est qu'un défaut de rendre compte. La faute, c'est pas d'avoir accueilli, c'est d'avoir organisé l'accueil sans que son directeur ait été informé, ni le préfet de police. C'est un défaut de rendre compte, un défaut de loyauté hiérarchique. Et évidemment, moi j'ai demandé au directeur de l'ordre public de faire à M. Simonin, sur ce sujet, les représentations sévères sous forme d'admonestation qui convenaient. Mais on ne pouvait pas aller sur un terrain disciplinaire au-delà. Enfin, comme toujours, la faute et la réponse de la faute. Quelle est la faute? C'est celle-là. Ce n'est pas le fait de lui avoir dit oui, venez. C'est le fait d'avoir dit oui, venez, sans que sa hiérarchie ait été prévenue. Voilà vraiment la situation. Vous parlez du contrôleur général Simonin. Permettez-moi de dire un mot. J'ai été sans faiblesse, vous le savez, le 19 juillet, mais la grave faute qu'il a commis le 18 juillet au soir avec deux autres collègues, ça c'est une grave faute, que d'être allé chercher de la vidéo pour l'amener à M. Benalla. J'ai dit ma réaction tout à l'heure, mais cette grave faute n'enlève à rien les mérites qu'il a eus par ailleurs. Vous savez, c'est un peu comme un grand footballeur, il peut avoir marqué 3 buts lors d'un match formidable, mais si 2 mois après, il commet quelque chose de dramatique, ben c'est l'un et c'est l'autre. Et si vous vous souvenez, il faut voir le printemps qu'on a traversé, les interventions au milieu universitaire, évacuation de la Sorbonne, aucune difficulté. J'ai suivi ça en direct avec les images. Aucune violence, aucun pépin, aucune plainte. Évacuation de Tolbiac. On ne voulait pas me croire quand j'ai fait un communiqué à 6h30 du matin pour dire que tout s'était bien passé, que c'était fini. Qui commandait les troupes? Qui y est allé? C'était le contrôleur général Simonin. Donc c'est un professionnel aguerri et je ne peux pas effacer ses mérites. Je les rappelle devant vous, tout en soulignant par ailleurs la gravité à mes yeux de la faute qu'il a commise. Et c'est là où j'ai évoqué le copinage malsain. Et la formule a été reprise. Pourquoi? C'est-à-dire que une espèce de facilité dans ce copinage malsain qui fait qu'on pense qu'on peut, comme ça, en oubliant un petit peu les règles hiérarchiques et les principes, organiser des choses. Mais le copinage malsain, on verra ce que dit la justice quand elle aura en connaître, si elle vient sur ce terrain-là. C'était pas non plus de quoi aller au-delà de ce que j'ai fait en sa direction, c'est-à-dire demander au directeur de l'ordre public de lui faire les représentations qui convenaient
et de le faire sous forme d'admonestation verbale. Ça a été fait. Merci, Monsieur le Préfet. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, nous connaissons votre professionnalisme, celui de vos collègues que vous avez évoqués, et nous ne méconnaissons pas la dureté de la tâche. Vous l'avez cité, et dans une journée comme celle du 1er mai, c'est vrai que la gestion de tout cela n'est pas du tout facile. Je me dois cependant de vous poser des questions très précises. Je vais en poser 3 pour éclairer la commission et pour établir des faits. La première question porte sur le port d'armes de M. Benalla. Vous avez indiqué devant la commission des lois de l'Assemblée nationale avoir accordé un permis de port d'armes à M. Benalla en octobre 2017, alors, je vous cite, qu'il ne remplissait pas les conditions réglementaires pour disposer d'une arme. Monsieur le directeur de cabinet du président de la République a déclaré devant l'Assemblée nationale qu'il vous avait demandé lui-même qu'il y ait un port d'armes attribué à M. Benalla, qu'il vous l'avait demandé. Mais en précisant, je cite, sous réserve que cette autorisation puisse être accordée dans le strict respect des textes. Or, il est clair que cette autorisation de port d'armes a été attribuée dans des conditions qui ne sont pas le strict respect des textes. Donc c'est ma première interrogation, Monsieur le Préfet. Je peux répondre maintenant ? Bien sûr. Monsieur le Préfet, s'il vous plaît. Oui, je réponds sur ce point. Vous me faites dire quelque chose, alors je n'ai pas vu le verbatim, qui n'est pas en tout cas conforme à ce que j'ai déclaré. Enfin, je verrai le verbatim, peut-être cette formule s'y trouve, mais je vais essayer là aussi d'expliquer de quoi il s'agit. On est dans un cadre juridique assez complexe qui est celui du port d'armes. En fait, vous avez 2 régimes très différents et aux finalités très différentes. Et il y a sans doute parfois des confusions. Vous avez un premier régime juridique du port d'armes qui relève de la compétence du ministre de l'Intérieur. La finalité, je vais vous citer l'article R315-5, est la suivante. Le ministre de l'Intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, je dis bien des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing. La demande que M. Benalla avait formulée sur ce plan, et dont d'ailleurs je n'avais pas eu connaissance, et je n'avais pas à en avoir connaissance puisqu'elle était du niveau ministériel, a été refusée parce qu'il a été apprécié, et à mon avis justement apprécié, que M. Benalla n'était pas une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. M. Benalla a présenté ensuite à l'autorité préfectorale que je suis une demande qui est sur un autre fondement. L'autre fondement, je cite le texte de loi, c'est les fonctionnaires ou agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression. Et dans ce cadre-là, l'Élysée, au niveau de Patrick Stroda, a relayé la demande au regard des fonctions qu'exerçait M. Benalla à la présidence de la République. Donc on est sur un cadre juridique qui n'a rien à voir avec le port d'armes pour risque exceptionnel d'atteinte à la vie. On est sur un autre cadre juridique, et c'est dans ce cadre juridique que j'ai donné l'autorisation, après l'instruction habituelle, en recueillant le casier B2, etc., tous les éléments qui étaient nécessaires pour donner cette autorisation. La petite nuance, mais comme je l'ai dit, je vais le redire là, et que j'assume, est la suivante. On renvoie ensuite à des textes réglementaires qui disent qu'il y a un arrêté ministériel qui définit les services ou catégories de services désignant ou accueillant les fonctionnaires et agents. La situation était particulière puisque l'Élysée ne figurait pas dans ces catégories de services,
Mais compte tenu du fait que la demande m'était relayée en disant bien que c'était pour ses fonctions à l'Élysée, oui, j'ai accepté de le délivrer dans ce cadre-là. Mais j'insiste beaucoup sur la différence, parce que ça n'a rien à voir. Donc je n'ai pas substitué ma décision à la précédente. Je vais même vous dire, et je ne citerai pas des cas, mais je connais certaines situations, en tout cas, oui, j'en connais, où on a donné autorisation, en fait, pour l'exercice de certaines missions, en se fondant sur le niveau central des risques exceptionnels d'atteinte à la vie, alors que je ne pense pas que ce soit le cas. Donc là-dessus, qu'on soit bien clair. On était dans une compétence préfectorale, donc que j'ai assumée normalement, c'est mon devoir de l'assumer. Et évidemment aussi, lorsque la mission de M. Benalla a cessé, j'ai immédiatement abrogé l'autorisation que j'avais donnée. Elle était strictement et uniquement liée à ses fonctions. Ce qui veut dire aussi, moi je ne sais pas ce que l'enquête établira, ce qui veut dire aussi que s'il avait son arme ce jour-là, lorsqu'il était place de la Contrescarpe, il était en faute. Il n'avait absolument pas à l'avoir, puisqu'il était hors des fonctions et en jour de congé. Donc pour moi, là-dessus, on verra. Moi, sur les images, il ne me semble pas avoir vu, mais ce n'est pas à moi d'apprécier. C'est le juge qui dira. Encore une fois, le cadre juridique, c'est le cadre juridique, par exemple, qui s'applique pour les transporteurs de fonds, pour donner un exemple concret, lié à l'exercice des fonctions. Et compte tenu des fonctions qui étaient à l'Élysée telles qu'elles m'ont été rapportées, oui, j'ai pris cette décision avec cette nuance que j'ai peut-être évoquée au regard du cadre réglementaire, qui n'avait pas dans l'arrêté ministériel la citation de l'Élysée, mais ce qui n'est pas étonnant. En revanche, il y avait l'affirmation de l'Élysée, mais je confirme aussi que mon collègue ami Patrick Straudrat me l'a transmis en disant dans le respect des textes, bien sûr. Monsieur le Préfet, un fonctionnaire de police, un gendarme, naturellement, porte une arme et peut en faire usage. Mais il a un entraînement, il a une évaluation et il a une formation aux conditions de l'usage de cette arme. Est-ce que ces trois conditions, vous avez veillé, vous qui avez délivré l'autorisation, à ce qu'elles soient remplies pour ce monsieur Benalla? Oui, elles ont été remplies. Licence fédérale de tir, carnet de tir mentionnant les 3 tirs de contrôle annuels, carte, etc. Tout ce qui était lié à ce cadre juridique a été vérifié, Monsieur le Président. Aux règles de l'usage d'une arme pour assurer la protection du Président de la République. La protection du Président de la République, ça c'est la mission qui lui a été confiée. Oui. C'est pas moi qui la lui ai confiée. Bien sûr, mais le port d'armes n'est pas seulement une affaire privée quand il s'agit d'un collaborateur du Président qui occupe une fonction de garde du corps. Il est inquiétant pour le citoyen que je suis et que nous sommes de savoir que, à la demande de la Présidence de la République, on délivre un port d'armes, certes, avec quelqu'un qui est entraîné, vous l'avez dit à l'instant. Vous avez vérifié cette condition et c'est heureux. Mais l'usage d'une arme pour protéger le Président de la République ne peut pas être laissé à l'improvisation. A-t-il reçu une formation aux conditions dans lesquelles il peut être admis à faire usage d'une arme pour protéger une haute personnalité? Oui, il avait l'attestation de formation continue délivrée par un major de police de la cellule formation du GSPR. Voilà. Et toutes les autres conditions, notamment par rapport au casier B2, etc., elles étaient remplies. Elles étaient remplies. Voilà ce qui m'a conduit à cette décision. Toutes les conditions étaient remplies. L'enquête de moralité disait que rien ne s'opposait à ce qu'il a été dit à l'extérieur, oui, mais il y a eu une affaire judiciaire, etc. Mais il y a eu une décision du tribunal qui l'a relaxé. Donc il n'y avait aucune mention à ce qu'on appelle le fichiétage, traitement des antécédents judiciaires. Donc les conditions étaient celles-là. L'aspect nuance, je vous l'ai indiqué, je ne peux pas être plus transparent. Mais sur le reste, oui. D'accord. Monsieur le rapporteur. Oui, je serai peut-être plus court sur la deuxième question, parce qu'elle a déjà été largement introduite par Philippe Bas, notre président. Finalement, Monsieur le Préfet, le 2 mai, c'est l'Élysée qui a donné les informations à la fois au ministre de l'Intérieur et au préfet de police de Paris. C'est-à-dire que les informations viennent de la présidence de la République.
Et il peut apparaître étonnant qu'il n'y ait aucune information compte tenu de la gravité des faits qui viennent de vos services. Car enfin, 2 personnes sont là comme observateurs. Elles sont sous l'autorité de quelqu'un qui les contrôle. Il y a des policiers, des CRS qui sont là et qui restent statiques pour des raisons de commandement qu'on nous a exposées. Il y a d'autres policiers qui sont là. Seules 2 personnes interviennent dans le moment précis en faisant usage de la violence, de la force. Je vais être précis, Monsieur le Président, de la force, qui, en l'espèce, peut être légitime, mais ces 2 personnes ne sont pas membres de la police nationale. Il y a quelqu'un, forcément, sur place, qui est le commandant, qui commande la police. Comment peut-on imaginer que cette personne, devant la singularité de cet acte, des personnes qui ne sont pas policiers, qui font usage de la force, devant des policiers qui sont là, que cette personne ne fasse pas état de ce qui s'est passé auprès de l'ensemble de la chaîne hiérarchique et dans le plus bref délai auprès du préfet de police de Paris. Donc, il y a là quelque chose qui peut apparaître extrêmement singulier et choquant. Quelle est votre analyse par rapport à cela? Vous avez la parole, Monsieur le Préfet. Oui, donc la première chose, c'est que moi, je n'ai eu aucun compte-rendu de ce type, ça je peux l'affirmer. Je veux dire, mais c'était ensuite là que l'opération de police sur la place de la Contrescarpe s'est déroulée, a poursuivi ensuite plus longtemps, mais M. Benalla n'y était plus. C'est encore une fois, je l'ai indiqué, en découvrant les images, ça je crois que chacun l'a bien compris, et alerté par l'Élysée que nous voyons les choses. Sur le fond, les fonctionnaires de la préfecture de police, il y a 2 situations différentes. Le commissaire Crezat, il n'est pas là parce qu'il y a M. Benalla. Lui, il ne sait pas, du moins je n'ai aucune raison de penser le contraire, si M. Benalla est là ou ailleurs, ce n'est pas lui qui en était en charge. Lui, il était en charge d'une unité de CRS, je crois que c'était la CRS numéro 15, qui avait d'abord travaillé sur le secteur de la place Valubert au bas du boulevard de l'Hôpital et que nous avons projeté dans le quartier latin puisque nous savions qu'il y avait des volontés. Après la manifestation elle-même sur son parcours, je le rappelle, Bastille, place d'Italie, d'aller dans le quartier latin où on avait de l'agitation. On était intervenu la veille à la faculté de Censier parce qu'on pensait qu'il pouvait y avoir des engins explosifs, etc. Non. Le commissaire Crezat, lui, se projette dans le quartier latin pour gérer la situation en place de la Contrescarpe avec des militants qui s'étaient réunis sur la place, d'autres qui voulaient arriver par les rues adjacentes avec la mission de l'en empêcher. Ça, c'est le rôle du commissaire Crezat. Après, il y a le rôle d'un fonctionnaire de police, le major Mizirski, qui avait été désigné par M. Simonin pour être auprès de M. Benalla, et le major est sur place. Qu'aurait-il pu faire? A-t-il rendu compte à sa hiérarchie immédiate? Il l'a fait sans doute, mais uniquement en oral. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de papier. Mais si je reviens au début de mon propos, si je reviens à l'exemple que je donnais aussi sur le fait que ce monsieur que nous aurons dimanche sur l'étape finale du Tour de France sera auprès d'un contrôleur général, à coup sûr, moi j'aurais placé auprès de M. Benalla un responsable hiérarchique de notre niveau. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça change? Ça change la relation. Vous savez, ce major, c'est un homme de 61 ans. Et donc, c'est la fin de sa carrière et c'est le grade sommital. C'est un homme qui a été terriblement éprouvé par un drame familial il y a une dizaine d'années, qui finit sa reconstruction. Moi, je me mets à sa place, là. Il ne faut pas voir M. Benalla comme on le voit aujourd'hui. Il faut voir M. Benalla avec l'aura qui était la sienne le 1er mai. Et sa capacité réelle à lui donner rester ici, etc. Voilà, je la mesure ainsi.
comme on dit familièrement, c'est la vie. Vous savez, moi je suis originaire d'un milieu très simple et je connais ces choses-là. Je connais ces choses-là. On n'est pas dans la théorie, on est dans la vie vraie, avec les sentiments, avec les relations. Voilà ce qui s'est passé. Et sans doute, et je rends hommage à ce major, parce qu'il est victime quelque part de cela, parce qu'il va être interrogé dans le cadre de l'enquête judiciaire, ce qui est normal. Et il se trouve là parce qu'on lui dit d'y aller, comme le soldat de l'Évangile. Quelle est sa responsabilité? À mes yeux, il n'en a pas. Et je tiens à le saluer, surtout compte tenu de son parcours. Monsieur le préfet, je tiens à dire moi aussi les choses avec beaucoup de clarté. Ici, nous n'incriminons pas des personnes, nous ne sommes pas une sorte de tribunal bis, nous voulons la vérité des faits. Et je suis particulièrement sensible à ce que vous venez de dire pour ce major et à l'explication que vous donnez, qui est inspirée d'une connaissance des réalités humaines que je partage. Je pense en effet que c'est comme un accident d'avion, je l'ai dit plusieurs fois pendant ces auditions. Il y a toute une chaîne de crans d'arrêt qui n'ont pas fonctionné et que ce fonctionnaire de police très respectable, dont vous avez décrit les difficultés qu'il a rencontrées, est une victime en réalité de cette affaire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, nous cherchons à établir des dysfonctionnements qui sont exactement ce que, en creux, vous décrivez, c'est-à-dire un collaborateur du président de la République qui, parce qu'il est collaborateur du président de la République avec un grand sentiment d'impunité, détenteur d'une carte barrée de bleu, de blanc et de rouge, croit pouvoir prendre la place des fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui assurent une opération de maintien de l'ordre et abuse de l'autorité qu'il exerce naturellement et de fait auprès de fonctionnaires de rang modeste en s'imposant à eux. Et c'est ceci qui, pour nous, est le plus intolérable du point de vue non seulement de l'état de droit, mais du respect des valeurs de la République. Et c'est ceci précisément qui fonde la décision unanime du Sénat de donner à la commission des lois les pouvoirs d'une commission d'enquête pour comprendre comment, dans notre République, on en arrive à ce genre de situation dans laquelle, en réalité, tout le monde s'incline et il n'y a pas de cran d'arrêt pour empêcher ces excès de pouvoir. Voilà, je le dis avec un peu de passion et beaucoup de conviction, ce qui nous choque ici, nous qui sommes la représentation nationale. Mais Monsieur le Président, je partage votre sentiment. Je partage. Moi, j'ai découvert ça quand je dis, alors stupeur, étonnement, on peut choisir les mots. Mais enfin, je partage. Puis vous savez, quand on a un parcours comme le mien, le respect de la loi, le respect du service de la République, tout le monde le connaît. En mon cas, comme le cas de l'immense majorité de mes collègues. Moi, j'aime que les institutions fonctionnent comme elles doivent fonctionner, ça va de soi. Mais encore une fois, le choix et la présence, c'est pas moi qui l'ai imposé. Et c'est un interlocuteur qui, par ailleurs, a eu des qualités aussi. Moi, je ne peux pas les apprécier, ce n'est pas mon collaborateur. Mais comme toujours, on n'est pas là pour faire les justiciers. C'est tellement facile, surtout quand l'histoire est passée, de la réécrire. Il faut toujours regarder le pour, le contre, le blanc, le noir, etc. Et quand on a des choses à apprécier, toujours entendre les personnes aussi. Mais ça, la justice fera son œuvre. Mais à partir du moment où il y a une donnée de fait, pas seulement de fait, mais institutionnelle, avec le mandat donné à ce monsieur, mais je rappelle que ce jour-là, de toute façon, il n'était pas du tout dans le cadre de ses missions. Il était comme observateur. Donc la faute, c'est une faute, c'est la sienne. C'est un manquement individuel avec toutes ses conséquences. La faute, elle est là. La faute, elle est là. C'est pas le fait d'être présent qui est une faute. Le fait d'être accueilli à la préfecture de police à l'occasion d'un service d'ordre, ce n'est pas une faute. Le fait d'accueillir un collaborateur du président de la République, ce n'est pas une faute. La faute, c'est le comportement de la personne sur le terrain. Une fois qu'on a dit ça, après, on peut parler du reste.
Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le préfet. Je vais poser succinctement une troisième question avant de donner le relais à Muriel Jourda et à mes collègues. Mais je me dois de vous poser cette troisième question tout en partageant bien sûr tout ce que vous dites sur le respect des personnes. Il se trouve qu'après cet acte, cette faute inadmissible de monsieur Benalla, le directeur de cabinet du président de la République décide de le mettre à pied pendant 15 jours. Et le porte-parole de l'Élysée dit, et vous n'avez pas pu ne pas l'entendre, vous le savez, il dit qu'il sera, au terme de ces 15 jours de mise à pied, démis de ses fonctions en matière de sécurité et de protection. Je cite. Donc, ça me paraît très clair. Je crois que devant un tel fait, le bon sens, c'est d'exfiltrer le personnage et de lui infliger une sanction. Bon, il y a une sanction, on peut en penser ce qu'on veut, de 15 jours de mise à pied. Mais là où il y a un problème, que vous ne pouvez pas ignorer, c'est qu'après ces 15 jours, moi je pensais qu'il serait chargé d'une tâche administrative. Il se retrouve en première ligne à Paris, au Panthéon, à 30 cm du président de la République. Le 14 juillet, dans la tribune officielle, à 30 cm du président de la République. Lors de l'arrivée des Bleus, dans l'autocar, en expliquant qu'il faut aller vite, même si les gens ont passé 4 heures à attendre, parce que c'est lui qui donne des instructions. Donc, en tant que préfet de police, responsable de la police, quelle est à ce moment-là votre réaction? Car vous ne pouvez pas ignorer qu'il continue comme avant, alors qu'il a été démis de ses fonctions en matière de sécurité. Monsieur le préfet. Une partie de la question à laquelle je ne peux pas répondre et qui doit être posée aux autorités de l'Élysée, si vous permettez. Moi, ce que je peux dire, là, au regard des 3 exemples que vous citez, sur l'organisation du Panthéon et de la cérémonie du Panthéon, M. Patrick Stroda a bien expliqué les choses hier. Il y a des missions du type accueil des visiteurs, bien mettre en place les visiteurs dans les tribunes, qui n'ont pas grand-chose à voir avec des tâches de sécurité qui sont parfaitement légitimes et qui ne me choquent pas, parce qu'elles sont absolument nécessaires. Ça, c'est pas s'occuper de la sécurité rapprochée du président de la République, c'est veiller au bon ordre de la cérémonie à sa place. En ce qui concerne le 14 juillet, c'est la même chose. Moi, j'ai entendu les déclarations de Patrick Stroda, c'est-à-dire l'accueil des invités du président de la République sur la tribune qui leur est dédiée sur la place de la Concorde au bas des Champs-Élysées. Ce n'est pas une mission de sécurité. Quant à l'épisode que j'ai vécu le plus directement, c'est-à-dire le retour des Bleus, je ne sais si M. Benalla a donné des ordres au chauffeur de l'autobus, puisque moi je n'étais pas de l'autobus, mais je peux vous dire que les ordres aux fonctionnaires de police, c'est le préfet de police que je suis qui les a donnés, et personne d'autre. Et quand je dis ça, vous pouvez me croire. Et quand on me connaît, on peut me croire. Merci, monsieur le préfet. Nous vous croyons, vous avez déposé sous serment. Madame Jourda, qui est notre autre rapporteur. Merci, monsieur le président. Monsieur le préfet, une question qui rebondit, si je puis dire, sur les propos que vous avez échangés avec monsieur le président Bas. La vidéo des faits qui sont déroulés le 1er mai a été remise en quelque sorte à l'IGPN par un internaute anonyme, on le sait, sans que l'IGPN ne connaisse l'identité de l'auteur des faits. Cette vidéo n'a pas donné de suite dans l'immédiat, nous a expliqué Madame la directrice de l'IGPN. En revanche, lorsque la question lui a été posée de savoir quelle aurait été la marche à suivre si l'identité de l'auteur des faits avait été connue, c'est-à-dire si on avait su qu'il s'agissait d'un observateur, elle a très clairement répondu qu'il aurait fallu mettre en œuvre une enquête administrative et une enquête judiciaire. Cette perception a été confirmée, quoiqu'en des termes différents, par M. Morvan, directeur général de la police nationale, qui a lui-même indiqué que l'illégitimité de l'intervention aurait justifié aussi qu'une enquête soit mise en œuvre, expliquant lui-même qu'il en avait eu connaissance que le 18 juillet. Vous-même avez eu connaissance de l'identité
de l'intervenant, M. Benalla, le premier jour, le 2 mai. Monsieur le ministre de l'Intérieur en a eu connaissance. Le cabinet de Monsieur le ministre de l'Intérieur en a eu connaissance. Pour autant, aucun de vous n'a songé à mettre en œuvre ou à faire mettre en œuvre l'enquête administrative ou l'enquête judiciaire. Est-ce que l'aura de M. Benalla, dont nous parlions tout à l'heure, qui a pu impressionner le major Mizerski, et qui est lié au fait qu'il appartienne au cabinet de l'Élysée, a pu influencer votre décision de ne pas mettre en œuvre une enquête administrative ou une enquête judiciaire? Monsieur le préfet. Je réponds volontiers, ce n'est pas son aura. C'est son positionnement et son autorité hiérarchique. J'ai répondu à la première question. On confirme sur la vidéo que c'est M. Benalla. M. Benalla est un collaborateur de l'Élysée qui m'a alerté. Voilà la situation dans laquelle je suis, vous l'avez compris. Et c'est cette instance hiérarchique qui prend le dossier en main. Voilà, la vérité est celle-là. Rien de plus, rien de moins. Donc ce n'est pas pour moi un problème d'aura. Ne croyez surtout pas cela. C'est simplement le positionnement hiérarchique. C'est un collaborateur de l'Élysée, et c'est la hiérarchie de l'Élysée qui prend le dossier en compte. Voilà comment ça s'est passé. Tout à l'heure, votre président, Monsieur le Président, vous a demandé est-ce qu'il y avait eu des échanges, etc., une décision express, décision tacite. J'ai pris le mot décision tacite parce que juridiquement, c'est comme ça qu'on peut la qualifier, mais sans qu'il y ait eu d'ordre, de concert. Mais pas du tout. C'était évident, en tout cas pour moi, et je l'ai dit dans d'autres cadres, que le responsable hiérarchique devait prendre en main le dossier et les suites à donner à la faute, ce qui a été fait. Alors on peut après dire ça n'a pas été fait avec assez de rigueur, avec assez de force, etc. Moi, il ne m'appartient pas de me prononcer. Je suis préfet. Les décisions qui sont prises à ce niveau-là, je les respecte, ni je les commente, ni ne les approuve, ni ne les réprouve. C'est mon devoir, c'est mon métier. Si je faisais autrement, je ne serais pas conforme à ma mission. Mais la réaction a eu lieu. Il y a eu une sanction. Après, vous pouvez dire que ce n'était pas la bonne, il fallait plus. C'est votre droit le plus strict, mais ce n'est pas sur ce terrain-là que le préfet de police pouvait se placer. Il s'est placé sur le terrain institutionnel qui est évidemment, naturellement le mien. Donc nous commençons par Monsieur Colomba. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet. Vous nous avez dit que la responsabilité hiérarchique devait suivre c'était à elle de suivre le dossier, de contrôler les sanctions, enfin, etc. Très bien. Mais quand même, l'organisation de vos services, c'est vous. Or, le 1er mai, vous découvrez donc M. Benalla dans la salle de commandement, vous vous en étonnez, vous l'avez dit. Bon. Le lendemain, vous apprenez par l'Élysée qu'une vidéo circule. Ce n'est pas tellement le problème de la vidéo pour nous, c'est ce qu'il y a dedans la vidéo. Et de quoi elle témoigne? Elle témoigne que quelqu'un, simplement parce qu'il a une carte de visite, il peut aller jouer les cow-boys dans des opérations qui sont des opérations sous votre responsabilité. Donc, ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce que vous envisagez pour essayer de faire en sorte que ces décisions tacites, que ce type de confusion ne puisse plus se reproduire? Parce que c'est cette confusion des genres qui nous intrigue. Plus, évidemment, le président a raison, ce n'est pas d'incriminer tel lampiste ou sous-lampiste. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est effectivement l'angle institutionnel, comme vous-même vous l'avez dit. Monsieur le Préfet. Je reviens un peu sur les faits et puis après réponds très volontiers à votre question et à votre orientation, là aussi, que je partage. Sur l'épisode du 1er mai au soir, je me permets simplement de rappeler le contexte. Moi, j'accueille Monsieur le ministre d'État. Dans un premier temps, il vient à mon bureau où je peux lui faire un peu un point de situation, donner les premiers éléments de remontée. Mais à cette heure-là, on est un peu avant 20 heures, la journée est loin d'être finie. Je rappelle qu'on a eu des interpellations jusqu'à 23 heures. Environ 280, il y a deux chiffres qui circulent, 276 ou 283, peu importe. Près de 280 interpellations, 153 présentations à OPJ, 109 gardes à vue, c'est pas souvent qu'on a ça.
Donc on est encore dans le chaud de l'action, et quand on est à la salle de commandement de la préfecture de police, dont on fait le tour, le ministre est là pour venir saluer les fonctionnaires, les remercier, je suis évidemment à ses côtés, et effectivement, avec étonnement, je vois dans un angle M. Benalla, sans savoir qu'il était là de la journée, puisque personne m'en avait parlé, et vous savez, la conversation était très furtive, hein, parce qu'on faisait le tour, on serre la main, lui dit « Vous êtes là ?»« Bah, oui, j'étais sur le terrain. » Bon. Et on passe à autre chose. Et l'autre chose, ça a été de finir de gérer, d'abord pour moi, évidemment, la visite du ministre, de le raccompagner. À peine c'était fini, c'était le cabinet du Premier ministre qui m'a sollicité pour organiser son déplacement. Monsieur le Premier ministre est venu à l'hôtel de police du 13e arrondissement, où je l'ai accueilli. J'ai veillé aussi à accueillir en même temps le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Voilà pour la soirée du 1er mai. La soirée du 2 mai, et là je me suis couché un peu tard après, c'était pas fini encore. Le 2 mai au matin, j'étais convié sur 2 médias nationaux. Donc j'étais à 8h moins 10 à France Inter. J'ai enchaîné à 8h20 sur BFM. Je suis allé au ministère de l'Intérieur où il y avait une réunion d'état-major. J'ai dû y arriver vers 9h, partir peut-être vers 9h45. Comme je l'ai indiqué, c'est pendant ce trajet que je suis d'abord alerté sur le fait qu'il y aurait une vidéo sur des violences policières. Et c'est après, quand je suis à mon bureau, vers 10h15, que je sais que c'est l'affaire Benalla, comme l'a appris l'Élysée. Et à ce moment-là, j'ai mis en œuvre les réactions que vous dites. Mais dans les réactions que je vous dites, j'insiste sur les réactions internes. C'est-à-dire immédiatement demander au directeur de l'ordre public pourquoi, comment. Et c'est là où lui découvre que l'autorisation avait été donnée à un niveau qui n'était pas pertinent. Donc il fait les représentations, mais sur la base du manquement à la loyauté hiérarchique. Après, mais je l'ai déjà expliqué, le fait, je redis si vous voulez, le fait d'accueillir une personnalité à la préfecture de police, c'est pas en soi un problème. Je vous ai dit que le principe c'était d'accueillir. Le problème est que ça a été mis en place à un niveau non pertinent. Je le dis, je le redis, puisque le directeur n'était pas informé. Mais c'est possible parce qu'il y a une initiative entre copains, comme je l'ai dit. Donc, vous savez ce que c'est, les copains, monsieur le sénateur? Ah ben, l'initiative entre copains, j'ai envie de dire, c'est la vie, c'est ce que j'ai dénoncé quand j'ai dénoncé des dérives individuelles sur fond de copinage malsain. C'est cela, si vous voulez. Inversement, comprenez bien aussi que la proximité qui existe entre les équipes de l'Élysée, notamment les équipes qui assurent la sécurité rapprochée du président de la République et les équipes de la préfecture de police, elle est indispensable. Il y a besoin d'un climat de proximité et de confiance. Pourquoi ? Sur le territoire de Paris et de la Petite Couronne, la sécurité du président de la République, elle est sous ma responsabilité. Nous assurons toutes ces escortes, y compris jusqu'à Villacoublay. C'est les équipes de la DOPC. Donc ce lien de travail qui existait entre M. Benalla et les équipes de la DOPC, il n'est pas scandaleux en soi. Ce qui a dérapé, c'est la manière dont on devient à tu, à toi. Je vais présenter les choses comme ça. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut en faire le reproche. C'est bien aux intéressés. C'est bien de cela dont il faut s'expliquer. Mais la conséquence est celle que l'on a. Je vais ajouter un petit mot, si vous le permettez. Il y a un point, et je l'ai peut-être évoqué trop vite en introduction, je vous ai dit à quel point l'accueil des scolaires, des universitaires était bien encadré par des conventions. Je vous ai dit aussi qu'on a mis en place des systèmes de conventions pour la presse, pour les journalistes, lorsqu'ils sont en immersion. Je ne parle pas quand ils font leur travail. Je suis convaincu qu'il faut qu'on fasse un effort pour mieux formaliser l'accueil des observateurs extérieurs, mais sans l'alourdir à l'excès. Moi, je ne vais pas demander comme préfet de police que me viennent toutes les décisions. Et on va faire un effort. Mais oui, mais ça... Règle qu'on voudra, ça ne changera rien du tout. Mais écoutez, c'est votre conclusion. Moi, je ne vous dis pas autre chose, mais c'est pas mon collaborateur, c'est pas moi qui l'ai désigné, c'est pas le préfet de police qui a fait le choix. Donc, posez les questions à qui vous devez les poser. Moi, je peux répondre dans le champ de ma compétence, dans le champ de mes responsabilités. Ailleurs, je ne sais pas. Oui, monsieur le préfet, j'entends cette réponse. Mais, monsieur Leroy, s'il vous plaît. Oui, monsieur le président, moi, vous avez posé des questions avec les rapporteurs, enfin mes questions, mais je voudrais juste dire à monsieur le préfet que c'est vrai que le positionnement de cette personne a neutralisé toute la chaîne des autorités constituées qui auraient pu, malgré tout,
effectivement enclencher l'article 40, puisque vous-même vous constatez le 2 qu'il porte un brassard de policier, que c'est une infraction caractérisée et rien n'aurait pu effectivement vous empêcher de porter à la connaissance du procureur de la République ce que vous avez constaté, le procureur étant juge de l'opportunité des poursuites. Mais je comprends que ce positionnement a neutralisé tout le monde. C'est ça qui est grave, quoi. J'ai parlé de rattachement hiérarchique. Hein, pour oui, ma part. oui. Enfin, vous dites positionnement, moi j'ai parlé de rattachement hiérarchique. Non, tout à fait. Monsieur Caner. Monsieur le préfet de police, une commission d'enquête n'empêche pas la convivialité, donc je voulais vous adresser toutes mes félicitations pour votre promotion au grade de commandeur de la Légion d'honneur. Voilà, le 14 juillet dernier. C'est important et c'est la reconnaissance d'un grand commis de l'État que j'ai eu le plaisir de pratiquer en tant que ministre pendant quelques années. Monsieur le préfet, plus directement, vous avez été nommé le 19 avril 2017. Donc vous avez, entre guillemets, pratiqué régulièrement M. Benalla dans vos différentes rencontres. En tout cas, vous saviez qu'il n'était pas policier. Vous saviez qu'il n'était pas policier. À votre place hier soir, votre patron, entre guillemets, Gérard Collomb, ministre d'État et de l'Intérieur en l'occurrence, nous a dit « J'ai toujours pensé que M. Benalla était policier », y compris dans le cadre des meetings électoraux du président de la République. Je voulais un peu avoir votre sentiment sur le sujet et sur le fait qu'il y ait pu y avoir un doute sur la non-qualification de ce jeune homme de 26 ans, même s'il est, nous l'avons appris plus tard, lieutenant-colonel de réserve de la gendarmerie. Première question. Deuxième question. La vidéo reçue par l'IGPN le 2 mai sur la plateforme de signalement était-elle la même que celle que vous avez visionnée à l'occasion donc de votre échange avec l'Élysée? La deuxième question, je réponds très vite. Je ne sais pas, monsieur le ministre. Hein, donc je ne sais pas. À la première, je veux dire les choses telles que je les ai vécues. Monsieur Benalla, je l'ai rencontré la première fois lors d'une réunion que j'ai présidée personnellement et qui devait être le vendredi avant le deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc il y avait M. Benalla, il y avait M. Jean-Marie Gérier, que lui je connaissais déjà puisque je l'avais rencontré à Lyon, et peut-être une ou deux autres personnes, mon souvenir n'est pas suffisamment précis, mais il me semble qu'ils étaient 4. Pourquoi cette réunion? C'était mon devoir. Il s'agissait de veiller à la sécurité de la soirée du deuxième tour, dont il y avait de bonnes raisons de penser que le candidat Emmanuel Macron sortirait vainqueur. Donc moi j'ai rencontré M. Benalla. Ensuite, je vous dis d'ailleurs que M. Gérier passait un petit moment dans mon bureau, tout simplement parce qu'on se connaissait déjà, pour échanger un peu. Mais M. Benalla ne s'est jamais présenté comme policier. Moi, je n'ai jamais pensé que M. Benalla était policier. Au demeurant, mes services, mais ça, moi, je n'avais pas connaissance. Vous vous rappelez, effectivement, j'ai pris mes fonctions le 19. En fait, je les ai pris le 18 au soir, je le rappelle, au moment de l'assassinat de Xavier Jugelet. Mais puisque mon service avait eu à gérer une autorisation de port d'armes qui lui avait été délivrée, de détention d'armes, pour la sécurité des locaux du siège d'En Marche. Autorisation qui était caduque, je crois la plus tardive, au 20 juin 2017. Donc mes services connaissaient très bien la situation de M. Benalla. Ensuite, moi je ne l'ai pas vu très souvent, M. Benalla. Je l'ai vu à l'occasion de déplacements du président de la République sur le territoire parisien. Peut-être la cérémonie du 11 novembre 2017, dans ces situations-là. La journée où j'ai été pas très loin de lui le plus longtemps, c'est la visite que Monsieur le Président de la République a faite au Salon d'agriculture, où, compte tenu de la sensibilité de la journée, j'ai été sur place toute la journée, personnellement, hein, pour veiller au meilleur déroulement des choses. Et M. Benalla était aux côtés du Président de la République dans le rôle qui était le sien, mais ni plus ni moins. Mais pour moi, c'était un collaborateur à qui des missions avaient été confiées, y compris par le biais de la sollicitation qui est venue jusqu'à moi, à laquelle j'ai répondu favorablement pour le port d'armes, puisqu'elle était clairement dans le cadre de ses missions. Voilà. Moi, ensuite, je peux vous assurer, par exemple, que je ne vais pas effacer, mais je n'ai jamais eu le numéro de téléphone portable de M. Benalla. En revanche, il était interlocuteur régulier de mes équipes, comme je l'ai indiqué. Quand il y a des déplacements du président de la République sur Paris, il y a des réunions qui se tiennent à l'Élysée, il y a des visites de terrain, qui s'y trouvent?
s'y trouvent les collaborateurs de la DOPC, souvent au niveau contrôleur général, et un de mes collaborateurs du cabinet, souvent M. Jérôme Mazariol, qui est à mes côtés. Mais c'est, sauf cas exceptionnel, jamais le préfet de police lui-même qui s'y trouve, vous vous en doutez bien. Donc autant il y a des collaborateurs qui le voyaient très régulièrement, autant ce n'est pas le cas du préfet de police, tout simplement. C'était le positionnement, on va dire, hiérarchique, qui n'en faisait pas un interlocuteur. Bon, mon interlocuteur... oui, et puis ça je le savais, et puis l'interlocuteur pour moi à l'Élysée, c'est le directeur du cabinet, son adjoint, mais personne d'autre, enfin, sauf exception. Prochaine intervenante, Madame Delattre. Merci, Une Président. minute, Madame Delattre. Oui, Monsieur le Préfet, vous connaissez Monsieur Benalla puisque vous l'interpellez de façon sèche dans la salle de commandement. Vous le connaissez, vous, préfet de Paris. Alors, on peut s'en étonner, hein, mais on le comprend de mieux en mieux au fil des auditions parce qu'il est à des réunions, à des niveaux où il ne devrait pas être. Alors qu'il a un niveau où il ne devrait pas être dans ces réunions apparemment. Donc ma question est simple, est-ce que vous avez alerté avant le 1er mai le ministre de l'Intérieur ou votre collègue ami, Monsieur Stroda, comme vous le précisez, de la place déplacée que prenait Monsieur Benalla, puisqu'on l'apprend au fil des auditions, il dérangeait votre personnel, il a même humilié des policiers lors de déplacements présidentiels notamment. Donc oui, ma question est qui dans cette République, par le droit mais aussi par l'usage, peut prévenir ce type de dérive? Et en l'occurrence, est-ce que vous, préfet de police, n'avez-vous pas un rôle à jouer dans ce type de prévenance de dérive? Monsieur le Préfet. Vous évoquez des réunions avec M. Benalla, il y en a eu une. C'est celle dont je vous ai relaté la teneur tout à l'heure, la veille ou l'avant-veille du deuxième tour d'élection présidentielle. Et je vous ai dit, Madame la sénatrice, qu'ensuite les contacts sont à un autre niveau, et que c'est un niveau de qualité. Non, je ne vais surtout pas dire le contraire. Donc, et M. Benalla, moi, je vous indiquais que je le rencontrais lorsque le président était sur le terrain et que je m'y trouvais. Et le préfet de police n'est pas à tous les déplacements du président de la République au sein de la capitale et de sa zone de compétence, vous vous en doutez bien. Donc ensuite, comme je l'ai dit, me semble-t-il, à l'Assemblée nationale, moi, je travaille, mes équipes travaillent avec les interlocuteurs qu'on leur donne. Hein. Ce n'est pas moi qui définis la composition de la réunion. Moi, je ne dis jamais à l'Élysée ou autre, ou ici au Sénat, je viens en réunion, voilà, je veux monsieur et madame Untel. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est l'Élysée qui désigne les collaborateurs qui vont en réunion. Ce n'est pas moi. Mais je veux ajouter une chose. Moi, je n'ai eu, comme préfet de police, aucune remontée de la part de mes services, je dis bien aucune, sur une situation au cours de laquelle M. Benalla aurait, par son comportement, perturbé ou mis en péril ou gêné le fonctionnement de notre institution. Je n'ai eu aucune remontée, j'entends ça ces jours-ci, mais je peux vous affirmer qu'il n'y en a eu aucune. S'il y en avait une, j'aurais sans doute, connaissant mon tempérament, effectivement alerté le directeur de cabinet en disant « Écoute Patrick, peut-être fais attention ». Mais il n'y en a eu aucune, et je ne vais pas raconter des histoires après coup pour essayer d'embellir la réalité. Merci, Monsieur le Préfet. Madame L'Herbier. Monsieur le Préfet de police, quand on parle de vidéo, là, les fonctionnaires qui ont donné les vidéos à Monsieur Benalla, étaient-ce des copies, des originaux? Est-on sûr d'avoir tout récupéré, les vidéos? Auquel cas, si ça n'était pas le cas, on pourrait avoir d'autres faits. Ça, comme vous le savez, Madame la sénatrice, il y a une enquête judiciaire. Et encore une fois, je vous ai dit à quel point ma réaction a été, mais elle était évidente, hein, et celle du directeur de l'ordre public. Hein, c'est pas moi qui ai eu besoin de lui demander très vite de saisir l'autorité judiciaire sur ce fait. Donc l'autorité judiciaire va travailler. Moi, le contenu des vidéos qui a été remis à M. Benalla, je ne peux pas le connaître par construction. Je sais qu'il y a un sujet qui va être traité, mais sans doute derrière, y aura-t-il une réflexion. Le délai de conservation des images tirées de vidéoprotection, c'est 30 jours. Donc là, on était au-delà des 30 jours. Et il va falloir savoir et comprendre pourquoi. Si on fait des photographies sur une manifestation,
à ma connaissance, il n'y a aucune règle dans la durée de conservation. Si on fait avec nos caméras à l'épaule des films, à ma connaissance, il n'y a aucune règle sur la durée de conservation, ou a fortiori ce que chacun d'entre nous peut faire sur cet outil. Donc moi je veille au respect des règles. J'avais déjà, depuis ma prise de fonction, à plusieurs reprises, et notamment le 4 juin de cette année encore, renouvelé à mes services les consignes du strict respect du cadre de droit. J'ai limité l'accès aux images. Par exemple, la situation que j'avais découverte à l'occasion d'un drame, c'est que de n'importe quel poste de salle de commandement de la préfecture de police, c'est-à-dire y compris la petite couronne, on pouvait accéder à toutes les images de notre système vidéo. Et c'est sans doute comme ça qu'à notre grande dame, l'agression contre un de nos fonctionnaires sur le parvis de Notre-Dame, c'était un coup de marteau, souvenez-vous, au mois de juin 2017, s'était retrouvé 2 heures après sur les écrans de télévision. J'ai saisi l'IGPN, bien entendu. J'ai saisi l'IGPN. Et depuis lors, j'ai verrouillé pour que ne puissent avoir accès aux images territorialement que ceux du territoire concerné. Ça, je l'ai mis en place. Le 4 juin, j'ai rappelé les règles. Donc je verrai évidemment, j'accueillerai avec beaucoup d'intérêt ce qui sort de l'enquête, à la fois au plan judiciaire et au plan administratif par rapport à ce sujet. Mais il y a des questions qui seront à poser au regard de ça. Moi, j'en tirerai toutes les conséquences sans aucune difficulté, ça va de soi. Madame de la Gontrie. Merci, Président. Monsieur le Préfet, chacun, depuis le début de nos auditions, fait une lecture de l'article 40 qui est erronée en le restreignant aux personnes placées sous l'autorité hiérarchique, ce qui n'est pas le cas, puisque la seule condition, c'est que vous ayez eu connaissance des faits dans l'exercice de vos fonctions. C'est générique, c'est-à-dire que chacun de ceux qui auraient pu être amenés ça devait être dans l'exercice de vos fonctions. Nulle part, il n'est précisé que ça doit être concernant des inférieurs hiérarchiques. Deuxième point, vous êtes-vous entretenu avec votre collègue DGPN, avec le ministre ou avec votre collègue directeur de cabinet du président de la République entre le 2 mai et le 18 juillet, de faits dont vous, au moins, vous ne contestez pas avoir eu connaissance, c'est-à-dire les faits concernant M. Benalla, puisque je l'indique, le ministre comme le DGPN ont dit l'avoir découvert à la lecture du Monde. Troisième point, avez-vous depuis lors demandé à vos services de regarder si des faits analogues de participation illégitime à des manifestations dans des fonctions qui n'étaient pas la sienne pouvaient être reprochés à M. Benalla? Je vous remercie, Madame Troendlé. Madame la vice-présidente Catherine Troendlé. Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Préfet. Tout le monde s'accorde à dire que finalement la protection du président de la République relève des fonctionnaires de police et des militaires. Ma question porte sur la demande d'autorisation de port d'armes de M. Benalla. Est-ce que vous aviez connaissance d'un précédent dans le même contexte, un collaborateur qui demande au préfet de police une autorisation de port d'armes? Si la réponse est non, Monsieur le Préfet, je pense que la démarche vous semblait sans doute un peu incongrue. Est-ce que vous auriez dû en informer Monsieur le ministre de l'Intérieur? Est-ce que cela aurait peut-être constitué une première alerte par rapport à un comportement un peu transgressif? Madame Coste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, ma question a déjà été, vous avez répondu à ma question. Elle concernait les graves dérives comportementales qui nous ont été signalées hier à propos de Monsieur Benalla. Effectivement, le mot terreur a été employé et ça a été répété par plusieurs syndicats. Donc, je voulais savoir si, évidemment, vos directeurs ou même vous-même aviez eu vent de ces dérives comportementales. Je vous remercie. Et est-ce que ces derniers jours, vous avez vous-même sollicité de l'information à cet égard, puisque on commence à en parler, et je crois que ce serait utile de le vérifier. Alors, maintenant, Monsieur Masson. Colonel de réserve de 26 ans, qui n'a aucune formation particulière, si ce n'est des boxeurs, d'avoir ensemble de choses, ni aucune expérience professionnelle, si ce n'est d'avoir géré la sécurité dans des boîtes de nuit ou dans un certain nombre d'autres circonstances. Et vous avez parlé
de copinage malsain en visant, si j'ai bien cru comprendre, certains de vos fonctionnaires. Mais je crois que les copinages malsains, c'est peut-être pas au niveau de vos fonctionnaires qu'il faut les trouver, c'est au niveau de ceux qui ont nommé quelqu'un qui a absolument pas les compétences pour être lieutenant-colonel à des fonctions, à un âge et à des fonctions où bien souvent seulement les gens qui ont vocation d'être lieutenant-colonel à 40 ou 50 ans, après avoir fait Saint-Cyr ou des grandes écoles, arrivent finalement à faire valoir leur expérience professionnelle. Donc, ce monsieur, manifestement, il doit avoir des réseaux d'influence, il doit avoir, disons, un poids énorme, et je suis quand même un peu surpris que finalement, très souvent, disons, dans cette affaire-là, on reporte directement ou indirectement certaines responsabilités sur des fonctionnaires. Bon, il faut être clair, quand on a été fonctionnaire, on sait très bien que s'il y a un gars qui déboule, qui arrive de l'Élysée en disant il faut faire ça, puis sans doute en roulant un peu les mécaniques et en expliquant que c'est lui le meilleur, que c'est le bras droit du président, comment peut-on reprocher ou envisager de reprocher à des fonctionnaires, comme on le fait actuellement, disons, d'avoir obtempéré et de s'être, en gros, laissé faire. Alors ma question, c'est la suivante, Monsieur le Préfet. La directrice de Chers collègues, nous avons prévu 1 minute pour chaque question. Juste, je ne l'ai pas posé depuis ce matin, donc juste. Je vous remercie d'être là, d'ailleurs. La directrice de l'IGPN nous a dit que les violences étaient, qui sont le point de départ de l'opération, étaient très très légères. Que c'était, disons, il n'y avait pas eu de blessés, il n'y a rien eu. Et ma question, c'est la suivante. Est-ce que ce qu'on reproche, tout ce qu'on fait à l'encontre des fonctionnaires, aurait été fait s'il n'y avait pas eu le contexte politique, s'il n'y avait pas eu Monsieur Benalla qui, par ses exactions, son comportement, etc., avait enclenché une affaire qui devient une affaire d'État. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va avoir des fonctionnaires, moi je le sens très fort, on va avoir des fonctionnaires qui finalement n'y sont quasiment pour rien, qui vont tout prendre dans la figure. Alors, ma question c'est, est-ce qu'on n'est pas en train, directement ou indirectement, de cibler les lampistes? Parce que les vrais responsables, c'est ceux qui ont nommé M. Benalla. Je vous remercie. Une dernière question de Madame Haribey, et puis je donne la parole à Monsieur le Préfet. Alors la question a été partiellement posée par Jean-Yves Lecomte, Madame Coste et vous-même, Président Bas. Moi, je trouve qu'entre les langues se délient, nous avons été terrorisés et je n'ai rien eu comme remontée de mes services. Il y a un fossé énorme qui pose question sur l'organisation à l'intérieur et sur la capacité d'échange dans vos services. Monsieur le Préfet. Bien, je vais essayer de couvrir un peu le champ des questions. S'étonner qu'on reporte des responsabilités sur des fonctionnaires, moi je suis là pour les protéger, je m'étonne comme vous. Et j'ai évoqué tout à l'heure le cas du major qui était sur place dans les termes que vous avez entendus. Il me semble que ce que j'ai pu entendre hier soir répond à ce souci que vous exprimez. Et je crois que pour les fonctionnaires, c'est des moments un peu difficiles, hein, parce qu'ils ont le sentiment d'être mis en cause dans un contexte où leur part réelle de responsabilité d'initiative n'est sûrement pas, en tout cas pour une grande majorité d'entre eux, en cause. Donc je ne peux qu'aller dans le sens que vous avez indiqué. Quand j'ai évoqué copinage malsain, qu'on comprenne bien, effectivement, c'est cette proximité à la fois nécessaire et absolument indispensable, mais qui dérive, et je l'ai qualifié comme tel. Ça a été repris, y compris, je crois, par Monsieur le Premier ministre à la tribune de l'Assemblée nationale hier, donc je ne retire rien, mais ça vise bien cet aspect que je connais. Sur les remontées, la question des déclarations des syndicats ou autres, vous savez, les syndicats de police, moi je les vois évidemment très souvent, et mes collaborateurs les voient très souvent aussi, que ce soit le préfet, secrétaire général pour l'administration, l'adjoint du directeur régional, l'inspecteur général Foucault, dont c'est un petit peu le champ d'activité. Je vous affirme que jamais rien nous a été indiqué
Je verrai bien ce qu'il dénonce, qu'il nous donne des faits. Moi, je les prendrai en compte. Je les prendrai en compte au-delà des pétitions de principe, quand, où, comment, dans quelles circonstances, qu'on vienne me le dire. Et je regarderai ce qui est derrière. Sur la question du port d'armes, y avait-il un précédent à ma connaissance, non. Mais encore une fois, moi j'ai un élément de dossier. Mes services nous avons obtenu de l'Élysée un document qui cadre bien la réalité de la mission confiée à M. Benalla. Et c'est sur la base de ce document, encore une fois sans pression, je l'ai dit, et je confirme ce qu'a dit complètement Patrick Stroda, que la décision a été prise. Première alerte, il y a eu d'autres décisions. Moi, j'ai appris, mais j'ai appris peut-être ces jours-ci, là, qu'il y avait eu une habilitation qui avait été donnée, secret défense. Elle est bien antérieure à ces événements. Moi, j'ai aucune idée sur le sujet, mais c'est pour le signaler. La question de l'article 40, je l'ai évoqué, c'est un article dont nous connaissons les dispositions, hein, qui est très large, en effet, qui ne précise pas qui doit à tel ou tel moment, nous le savons tous. Je crois avoir répondu, je vous ai dit quelle a été l'attitude qui était la mienne à partir du moment où le dossier était pris en compte. Le directeur du cabinet du président de la République a indiqué que son appréciation ne l'avait pas conduit à considérer qu'il y avait matière à. Ensuite, chacun peut porter un jugement sur cette appréciation, mais comme toujours, l'appréciation de l'autorité compétente, celle qui convient, et au demeurant, l'éclairage qu'a donné l'IGPN va plutôt dans ce sens. Vous avez indiqué, vous avez fait référence à la lecture du Monde, mais là, j'ai pas compris ce que... Parce qu'après, la lecture du Monde, elle est récente, elle est du 18 juillet, mais... Pardonnez-moi, là, parce que je vous ai demandé si vous étiez entretenu avec le ministre, le DGPN ou le directeur de cabinet entre le 2 mai et le 18 juillet, puisque le ministre, comme le DGPN, indique avoir connu à la lecture du Monde les opérations concernées. DGPN, ça a été évoqué peut-être lors de réunions informelles, je ne sais pas, mais moi j'en réfère au ministre. Je suis une autorité préfectorale. Je rappelle que le préfet de police est une autorité territoriale déconcentrée. Ce n'est pas un directeur, un troisième directeur général. Donc, non, on ne se voit pas tous les jours. Non, madame. Non. Monsieur le préfet, ne vous laissez pas interpeller, si j'ose dire. Non, mais et poursuivez le déroulement de vos réponses. Entre le 2 mai et le 18 juillet, nous en avons parlé de manière informelle, mais moi, mes interlocuteurs sur ce sujet, c'était qui? Le cabinet du ministre et le cabinet de l'Élysée, dans les jours qui ont suivi, oui. Ensuite, est-ce qu'on en a reparlé? Je dois, à l'honnêteté, de vous dire non. Comme ça, je pense, réponse à votre question trouve réponse. L'effet analogue, je l'ai indiqué, moi, aucun n'a été porté à ma connaissance. Je l'ai dit plusieurs fois devant vous, je le confirme. Maintenant, s'il y en a, quelle que soit la source, qu'on vienne me les exposer. Première question qui m'ont été posées dans cette dernière tournée, si je puis dire. Moi, le GSPR ne relève absolument pas de ma compétence et de mon autorité, donc je n'ai aucune idée sur la manière dont ça se passe en interne et je n'ai aucune qualité pour me prononcer là-dessus. Et j'ai indiqué les relations de travail normales qu'il y a entre les équipes de la préfecture de police et les équipes de l'Élysée. Entre-t-on, comme l'on veut, à la préfecture de police, on est préfet de police, il faut y être nommé par décret en Conseil des ministres, et puis pour toutes les autres personnes, bien évidemment, il y a des cartes d'accès qui sont délivrées, et on entre à la préfecture de police en étant contrôlé et habilité, cela va de soi. Pour revenir peut-être à votre question, donc le 1er mai, comment M. Benalla est venu à la salle de commandement, je rappelle encore une fois qu'il avait été accueilli, certes à un niveau non pertinent, mais il a été accueilli, je ne vais pas dire autre chose. Un major était auprès de lui, qui lui est habilité et qui l'a, dans le cadre de cet accueil ainsi organisé, sans aucun doute guidé jusqu'à la salle de commandement. Voilà comment les choses ont pu se passer. J'espère avoir répondu à vos questions, à celles-ci et aux autres, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Préfet. Cette audition est donc terminée. Merci d'avoir coopéré avec notre commission des lois.